The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, les larmes du royaume. Si ces derniers trailers nous disent bien une chose, c'est que la licence ne propose pas seulement de prendre la manette et de jouer. Les jeux consistent aussi à se plonger dans la légende et à en interpréter le récit. Et c'est encore plus visible pour ce prochain opus dont les trailers sont pour le moins intrigants. Mais que nous disent-ils vraiment sur cette suite si attendue ? Le corps de ce que semble être Ganondorf est scellé par un bras doré à énergie verte, une technologie qui semble issue du peuple Sono. Ça semble se confirmer, la technologie et les vestiges Sono seront omniprésents dans ce nouvel opus. Il y a le dragon vert sur le titre, l'électricité artificielle à Firon, le robot à énergie verte conçu comme les robots antiques, mais aussi l'épée de légende fracturée et réparée par la technologie Sono. Cette épée n'est pas ordinaire, elle a un esprit et une conscience, tout comme les robots antiques de l'Anel dont certains lui portent d'ailleurs une certaine affection. Ces robots avaient une âme parce qu'ils étaient issus du peuple Sono, qui semble avoir la capacité de manipuler les esprits. Leur technologie utilise l'énergie primordiale de Faror, et elle a par exemple donné naissance à des artefacts comme le bâton Anima, qui permet de donner vie à des statues. Un artefact qui possède d'ailleurs le symbole Sono. De cette même technologie est probablement issu le bras doré et le golem qu'on aperçoit dans le trailer. Ainsi, il est assez logique de penser que l'épée de légende, en tant qu'objet habité d'un esprit, ne puisse être réparée que par cette même technologie. Mais si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il existe une sorte de lien entre la déesse et les Sono. On peut voir autour du sceau du bras doré des pierres avec des gravures qui font beaucoup penser aux rochers entourant les esprits de lumière, ce qui peut laisser supposer une connexion entre le bras doré et les esprits de lumière. Plus surprenant encore, l'apparition de ces esprits débute avec une éclaboussure inversée dans le temps, se transformant en gouttes, et cet exact phénomène est ce qu'on aperçoit dans le trailer, avant l'activation du bras doré. D'autres capacités du bras semblent d'ailleurs utiliser ce phénomène de retour en arrière. On pourrait donc émettre l'hypothèse que la technologie du bras doré, qui semble issue des Sono, soit utilisée pour permettre la matérialisation des esprits de lumière. En tout cas, il semble bien qu'il y ait une connexion entre les deux, et plus largement, une connexion entre la déesse Hylia et les Sono. La déesse Hylia a créé les esprits de lumière et Faye, mais c'est peut-être les Sono qui leur ont donné un corps, en les connectant à un endroit ou à un objet. Ces esprits sont connectés aux flèches de lumière et cela fait d'eux, tout comme Faye, des esprits habitant un objet, les mettant dans la même catégorie que les robots antiques, et tout ce qu'on présume pour l'instant comme étant lié à la technologie Sono. Cette conclusion n'est atteinte qu'en utilisant les éléments dont j'ai parlé dans mon investigation sur les Sono. Je vous recommande vivement de la regarder pour comprendre ce qui va suivre. Bien que le pouvoir de la déesse Hylia soit de créer la lumière du bien, les capacités de cette dernière vont bien plus loin que ça. Elle a pu créer la vie comme Faror, manipuler le temps comme Nehru et manipuler la terre pour créer Célesbourg à la manière de la déesse Din. D'après les légendes, Hylia semble avoir les pouvoirs des 3 déesses d'or réunies. Mais est-ce vraiment le cas ? Il est fort possible qu'Hylia ait reçu l'aide de différents peuples qui étaient à son service pour réaliser ses prouesses. Les Sono, qui semblent avoir maîtrisé une technologie basée sur l'énergie vitale de Faror et qui, comme on l'a vu, semble avoir un lien avec les créations d'Hylia, ont pu aider cette dernière à manipuler la vie. Pour réussir à manipuler le temps, on sait qu'une tribu a aidé la déesse. Les Sheikah maîtrisaient l'énergie temporelle bleue de Nehru. La porte du temps, outil capital dans le plan de la déesse, semble avoir été créée par cette dernière tribu. Les chronolithes abordent d'ailleurs le symbole Sheikah et toute leur technologie est basée sur cette énergie bleue.
Mais alors qu'en est-il de la création de Célesbourg par la déesse Ilia et toutes ces nouvelles îles volantes dans Tears of the Kingdom? Le prochain opus va certainement indiquer qu'il existait un troisième peuple au service de la déesse. Un peuple maîtrisant l'énergie de Din, capable de manipuler la terre et la matière. Et je pense que c'est ce peuple qui est décrit dans la stèle du trailer. La stèle montre un être présenté comme le maître des îles des cieux, presque une divinité. Le design de sculpture est particulier, les dessins finissent tous par former une sorte de spirale carrée. Cette spirale carrée est omniprésente dans la stèle et ce type de design spécifique est exactement ce qu'on retrouve dans le royaume du crépuscule. Le symbole représenté à répétition au bout des cheveux de cette personne est très semblable au design du trône du royaume du crépuscule. En cherchant plus loin, on peut remarquer quelques légères ressemblances avec le look de Xanto, et surtout si Xanto se tient sur le trône du roi. On voit aussi que les yeux de la personne ressemblent à celui représenté sur le trône et à la forme de l'œil du casque de Midona. Malgré ces quelques détails, la personne sur la stèle n'est évidemment pas Xanto. Mais il est dit qu'il existait un roi avant lui, un ancêtre, l'ancien roi légitime de ce peuple. Est-il possible qu'il soit celui dont parle la stèle? Le peuple du crépuscule était autrefois un peuple avancé et puissant. Mais ils furent un jour bannis. En visitant le royaume, on comprend que le palais, le peuple et leur technologie ont été bannis tels quels du monde de la lumière. Or, le palais du crépuscule se trouve sur des îles flottantes dans le ciel. Cela indique qu'avant leur bannissement, cet endroit se trouvait probablement dans le ciel qu'on va visiter dans ce nouvel opus. Et si la stèle représente l'être qui régnait sur les îles des cieux, il est possible que le palais et le trône étaient en fait les siens, et que le peuple du crépuscule faisait en fait partie de son royaume. Les larmes du royaume ne désigneraient-elles pas plutôt cet ancien royaume? Ce que raconte la stèle semble aller encore plus loin que ça, car le design du visage de cette présumée majesté a une légère ressemblance avec le masque Majora. On peut aussi mentionner les larmes faisant penser aux larmes de lune. On sait que le masque Majora a été créé par une ancienne tribu, et il servait la tribu à réaliser des rituels de sorcellerie. Ce que la stèle semble raconter est précisément le procédé d'un rituel de magie. Le masque Majora et le cristal d'ombre partagent le même statut de magie dangereuse, et c'est peut-être aussi le cas pour ce rituel. Mais le rituel de magie qui est décrit à travers la stèle a déjà été pratiqué dans les jeux, par Ghirahim dans Skyward Sword. Dans ce jeu, Zelda est sacrifiée de la même manière que la personne dans la stèle, un sacrifice qui a pour but de ressusciter l'avatar du néant. Ce que la stèle semble donc raconter est le procédé d'un rituel magique de résurrection, un retour à la vie illustré par ce dragon qui se mord la queue. Il est possible que Ganondorf ait lui-même eu vent de ce procédé, comme le laissent suggérer les motifs de son vêtement similaires à ceux de la stèle. Mais si Ganondorf connaît effectivement ce procédé de résurrection, il va vouloir l'utiliser. En effet, dans ce prochain opus, il a l'apparence momifiée et la nuque brisée. Ganondorf va vouloir ressusciter pleinement de cette façon. En revanche, si Link cherche aussi à accomplir ce rituel et que c'est là le but de la quête principale du jeu, cela signifie que quelqu'un d'important est mort, quelqu'un que Link va essayer de ramener à la vie.